Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler top 10. En effet, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est comme j'avais fait il y a quelques temps pour les romans, c'est de vous proposer mon top 10 BD de l'année 2018, autrement dit les 10 BD, ou plutôt les 10 sagas, puisque j'ai préparé les sagas entiers. Que j'ai préféré en 2018 et vous allez voir qu'il y a du bon, du très très bon. Il y en a plusieurs que vous avez déjà vu passer sur la chaîne, il y en a d'autres que je n'ai jamais présenté et du coup bah, c'est l'occasion ou jamais. Petite précision, je vous montre à chaque fois la saga en entier, je vous montrerai toutes les couvertures, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Maintenant, je ne vais pas vous parler de chaque tome, de chaque saga, parce que sinon la vidéo durerait 2 heures. Je vous parlerai simplement du premier tome et plus particulièrement de l'histoire générale du début. Voilà, comme ça vous avez une petite idée, vous avez un petit truc de départ et sur ce truc de départ, vous déciderez si ça vous plaît, si ça vous titille, si ça vous donne envie d'aller voir plus loin. Mais je ne peux pas non plus vous présenter toute la saga à chaque fois parce que bah, c'est infaisable quoi. Et comme pour la vidéo de jeudi consacrée au mois de la romance, vous m'excuserez pour mes cheveux, j'ai un gros épi. Je tourne la vidéo le même jour, donc forcément c'est le même problème. Ça m'énerve autant que vous, mais bon, il va falloir faire avec. C'est infaisable de dompter ces purées de cheveux. Ou alors je dois mettre du gel, mais j'aime pas le gel. Donc tout d'abord, on commence donc par le numéro 10. Et en numéro 10, j'ai décidé de mettre La Brigade des Cauchemars. Le tome 1, c'est Sarah. Et le tome 2, c'est Nicolas. Voilà à quoi ressemblent les deux tomes de la saga. Alors c'est une saga scénarisée par Franck Tellier. Et il est aidé par Yoongi Dumont et Drac, et c'est aux éditions Jungle dans la collection Frisson. Alors dans cette saga, qu'est-ce qu'on va suivre comme histoire? C'est l'histoire d'Esteban, de Tristan et d'Albert. Alors Albert, c'est une espèce de docteur, si on peut appeler ça comme ça, qui a créé une machine spéciale qui permet d'aller dans les cauchemars des gens. Et à quoi ça sert d'aller dans les cauchemars des gens? En fait, ça sert à guérir les gens de leurs cauchemars, tout simplement. À chaque fois, c'est nos deux petits héros qui vont dans les cauchemars des gens. Ils cherchent ce qu'il se passe dans le cauchemar, pourquoi la personne cauchemarde, et ils règlent le problème pour que la personne n'ait plus de cauchemar à faire. Voilà, ça c'est vraiment le début du début du début. Après, il y a des choses un petit peu plus approfondies. Vous allez avoir beaucoup de surprises. Par exemple, Esteban n'a plus ses parents, donc il a été recueilli par Tristan et Albert. Albert cache un petit secret puisqu'il y a une personne de sa famille qui a disparu. On schématise, hein, il a disparu, pas tellement, hein, mais bon, voilà, je vous laisserai découvrir l'histoire. Et puis voilà, hein, ça se voit vraiment que c'est écrit par Franck Tellier. Franck Tellier qui a un vrai succès et un vrai savoir-faire, si je puis dire. C'est très bien fait, c'est très approfondi, c'est bien recherché et compagnie. Par exemple, ils vont dans les cauchemars des gens, mais il y a vraiment des règles dans ces cauchemars. Ils peuvent pas rester enfermés, ils doivent bien faire attention que... pardon. Ils doivent bien faire attention que rien de ce qui se passe dans le cauchemar ne vienne dans la réalité. Ils doivent faire attention de revenir du cauchemar avant que le patient se réveille, sinon ils y sont bloqués pour toujours. Le temps entre la réalité et dans le cauchemar sont distordus, donc le temps ne passe pas de la même manière. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de règles qui compliquent les choses, et c'est ça aussi qui rend le tout intéressant, si je puis dire. Pour finir, je vais vous montrer quelques planches de la BD quand même, comme ça vous vous faites une petite idée de à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Voilà, voilà. Une plus clair, comme ça vous avez les deux.
Voilà pour la première saga BD que je vous propose. En numéro 9, je vous propose toute autre chose puisque je vous propose la saga Dad qui est de Nob cette fois-ci et qui est éditée aux éditions Dupuis. Donc ça c'est le premier tome. Ça c'est le deuxième. Ça c'est le troisième. Et ça c'est le quatrième. Moi je n'ai que jusqu'à 4. Il y a un cinquième qui est sorti mais je ne l'ai pas encore. Dans cette bande dessinée, c'est assez simple comme histoire. On suit la vie de Dad, qui est un papa célibataire, qui a un travail, mais c'est pas la grande réussite, puisqu'il est acteur. Il a joué dans un seul film, et maintenant, comme il n'a plus de succès, il se contente d'être acteur dans des publicités, et donc il est appelé de temps en temps pour faire une petite publicité, souvent aux grandes dames de leur fille, parce que comme c'est un acteur pas très connu, on lui fait faire quand même des publicités un petit peu ridicules. Et justement, son quotidien, on va le suivre avec ses 4 filles, que voici, que voilou, qui vont de la plus petite à la plus grande et qui ont chacune leur caractère. C'est très drôle, c'est très drôle parce que bah forcément les 4 filles sont avec leur papa toutes seules, donc elles en font voir des vertes et des pas mûres, comme on dit, à leur papa. Le papa est souvent dépassé, le papa est plus vieux que les filles, donc il n'a pas le même humour que les petites filles. Le papa a plein de tâches ménagères à faire, il doit s'occuper des devoirs et compagnie. Le papa est bien motivé à aider ses filles en maths par exemple, sauf que il n'est pas très fort en maths. Bref, c'est vraiment plein de petites situations très drôles. Moi, ça me fait rire parce que, ben, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai été éduqué par mon papa tout seul. Hein, ma maman, enfin bref, c'est une autre histoire. Mais bon, j'ai vécu tout seul avec mon papa et il y a beaucoup de situations que je retrouve quand j'étais petit avec mon père parce que bah, j'ai eu le meilleur papa du monde, mais c'est vrai que il a parfois été un petit peu débordé avec moi, surtout que bon, j'étais le seul enfant, mais j'en vaux bien 10. Et donc, bah, ça me fait souvent rire parce que j'imagine mon père à la place de Dad et ça marche aussi bien parce que, oui, quand j'étais petit, j'avoue que j'en ai fait un petit peu voir à mon papa, le pauvre. Bon, allez, comme pour le cauchemar, la brigade des cauchemars, je vous montre quelques planches pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les dessins et les couleurs, c'est très clair, c'est très agréable. Et comme vous le voyez, c'est toujours des histoires d'une page. Parfois 2, 3, mais c'est très rare. Franchement, moi je trouve que ça vaut la peine. Bah, vous voyez ici, c'est une histoire sur 2 pages. Moi je trouve que ça vaut largement la peine. Les albums sont pas ultra chers, ils sont à 9 euros. Ils sont à 9,90 €, un truc comme ça, donc c'est pas non plus 15 euros. Et vous passerez un bon moment, je vous le garantis. Ensuite, à la 8e place, je vous propose une saga éditée chez Canes, cette fois-ci qu'on doit à Alain Ruiz, Pixel et Alcante. Il s'agit de Les Chroniques de Bravenock, une saga en 4 tomes aussi ici. Le premier tome, c'est L'épée de Galamus. Le deuxième tome, c'est Le cri des eaux salées. Le troisième tome, c'est L'Académie des homoplantes. Et le quatrième tome, c'est L'île aux dragons. Ouh. Alors, cette saga, c'est une saga que j'ai découverte tout récemment, fin d'année passée, début de cette année-ci, et j'ai beaucoup aimé. Dans cette saga, on va suivre Bravenock, qui est ici, qui est le fils du maire dans lequel il vit, sauf qu'on est dans un monde gouverné et aux mains de ce qu'on appelle les homoplantes. Les homoplantes, ce sont des créatures mi-homme, mi-plante qui savent se transformer en plantes et surtout qui savent transformer les autres en plantes. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où les homoplantes arrivent dans le village de Bravenock et disent à son papa, qui est maire donc, c'est pas bien, vous n'avez pas payé l'impôt que vous devez, puisque chaque maire doit payer un impôt aux homoplantes, et du coup
ils le punissent et le transforment en plante. Sauf qu'il y a un quiproquo, le maire a bien payé les impôts, et Bravenock, n'écoutant que son courage, décide d'aller voir les hommes au plan et leur dire la vérité, leurs 4 vérités, au péril de sa vie, évidemment. Il va partir, en chemin il va rencontrer ses copains, sa copine Tamia et son copain Amalek, et ils vont partir tous à l'aventure. C'est un monde extraordinaire, un monde assez surnaturel aussi, puisqu'il y a des chiens qui parlent, il y a une épée magique, il y a des reptiles volants, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment cool et vraiment fun, ça part à l'aventure. C'est assez jeunesse pour le coup, mais moi j'ai trouvé ça très agréable. Je vous montre encore une fois à quoi ressemblent les petits dessins, comme ça vous pouvez vous faire une petite idée. Voilà, vous voyez, les dessins sont sublimes, je trouve. Il y a un petit farfadet aussi que j'aime beaucoup, qui est ici, justement, qui s'appelle Beck. J'aime beaucoup. Vous voyez, il y a des créatures comme ça, etc. Moi, c'est une bande dessinée que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. Et là, je vous avoue que j'ai lu le tome 4 il n'y a pas très longtemps. Ça se termine sur un cliffhanger de ouf. J'ai qu'une seule envie, c'est que le tome 5 sorte, hein, parce que je vais pas pouvoir attendre bien longtemps. Je vous le dis. Ensuite, en 7e position, j'ai décidé de vous mettre la saga Luca. Il y a 6 tomes en tout qui pèsent assez lourd. Ce sont des bandes dessinées un peu plus longues, parce qu'en général, vous savez que les BD de base, c'est du 48 pages. Ici, ça fait quand même beaucoup. Ça fait 76 pages, donc c'est quand même des grosses BD. Et pour le coup, c'est assez étonnant puisque c'est consacré au football. Mais avant de vous parler de l'histoire, je vous montre les couvertures. Le tome 1, c'est coup d'envoi. Le tome 2, pardon, face à face. Le tome 3, si seulement. Le tome 4, l'espoir fait vivre. Le tome 5, les phénix. Et le tome 6, la confrontation. Ah non, confrontation tout court. Donc, je disais, c'est assez... aïe, je me fais mal avec mes bandes dessinées. Donc, l'histoire, ça tourne autour du foot, puisqu'on va suivre l'histoire de Luca, qui est un jeune garçon à l'école, qui est assez paumé. En tout cas, c'est comme ça qu'on le présente, puisque c'est tout le contraire du mec populaire, hein. Il est dans son coin, il a l'air un petit peu gauche, un petit peu abruti, un peu nunuche. Côté cours et notes, il est tout juste, il a la moyenne, mais vraiment, il fait tout juste ce qu'il faut pour avoir la moyenne, etc. Il se fait moquer par les copains, les copines, les filles le trouvent un petit peu con. Bref, c'est pas vraiment le mec parfait. Et au football et en sport, c'est encore pire, hein. Il sait pas toucher un ballon, il sait pas jouer au football, etc. Mais sa vie va basculer le jour où il va rencontrer Nathan. Enfin, quand je dis qu'il va rencontrer Nathan, il va rencontrer... Je pèse un peu les BD, je vais prendre que la une parce que ça pèse lourd. Quand je dis il va rencontrer, c'est plutôt le fantôme de Nathan qu'il va rencontrer, puisque Nathan est mort. Pourquoi? Je vous laisse découvrir, parce que ça fait partie du mystère de l'histoire. Toujours est-il que Nathan était tout le contraire de Luca, pour le coup, l'homme populaire, doué en tout, et surtout doué au football. C'était le meilleur équipier de son équipe. Et du coup, ben, Nathan va aider Luca à savoir jouer au football, à prendre confiance en lui. Nathan va toujours être à côté de Luca et va l'aider. C'est une très belle histoire d'amitié, même si l'un des deux est mort, comme quoi. Et puis c'est très amusant parce que Luca forcément parle à Nathan, mais Luca est le seul à voir Nathan, donc c'est très marrant parce que déjà on le voit parler tout seul, ce qui est un petit peu bizarre, mais surtout pendant les matchs de football, forcément Nathan l'engueule quand il fait une connerie, et parfois il pète un câble au milieu du terrain en engueulant Nathan en disant mais je fais ce que je peux, nanana, connard, et machin. Sauf que bah, pour les autres, il s'énerve tout seul. Donc c'est assez amusant. Et puis Luca est très attachant, je trouve. Je vous montre, comme pour les autres bandes dessinées, quelques planches. Voilà. Vous voyez, ça c'est Luca et ça c'est Nathan. C'est un peu informatique, hein, les dessins, il faut bien se l'avouer.
mais moi j'aime bien. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, à vous de me le dire, mais je trouve ça très beau. Voilà pour ce qui est de Luca. En sixième position, je vous propose une saga que vous connaissez déjà normalement puisque j'en ai fait une vidéo dédiée. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il s'agit de la saga Magic 7 aux éditions Dupuis et c'est une saga qu'on doit à Toussaint, Quatre-Chi et La Barbera. Donc je vous montre chaque tome quand même. Le tome 1 c'est Jamais seul. Le tome 2 c'est Contre tous. Le tome 3, Le retour de la bête. Le tome 4, Vérité. Le tome 5, La séparation. Et le tome 6, Le village des damnés. Que raconte l'histoire de cette bande dessinée? En fait, on va suivre le personnage principal. Alors, il y a plusieurs personnages principaux, mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était lui, le personnage principal. Il s'appelle Léo. Léo est un jeune garçon, tout ce qu'il y a de plus normal, qui ne connaît pas son père, qui vit avec sa mère qui travaille beaucoup, et il va au lycée comme tous les jeunes petit enfants. Tout va bien dans le meilleur des mondes dans sa vie, jusqu'au moment où il se passe des choses un petit peu bizarres dans son lycée, puisqu'il y a des choses qui disparaissent. Ouh. L'effet. Ouh. Et donc, il va se mettre à enquêter, et en enquêtant, ça va devenir petit à petit de plus en plus scientifique, science-fiction plutôt, scientifique, n'importe quoi. Ludo dit n'importe quoi. Ça va devenir de plus en plus science-fiction, puisqu'il va se rendre compte que il y a plusieurs jeunes qui ont des super pouvoirs. Alors Léo sait déjà que lui, il a des super pouvoirs, puisque c'est quelqu'un qui peut invoquer des esprits. Mais il va rencontrer plein de ses copains, par exemple Hamelin qui sait parler aux animaux, ou alors Farah qui est démoniste, ce qui veut dire qu'elle a un démon en elle. Et donc, eh ben voilà, ça, le premier tome, c'est une bête enquête sur les choses qui disparaissent, etc. Et au fur et à mesure que la saga va avancer, on va en apprendre plus sur cette bande de jeunes, les Magic 7, sur leur pouvoir, d'où vient leur pouvoir, pourquoi ils ont ce pouvoir, quelles responsabilités ils ont envers ce pouvoir, etc., etc. C'est génial, c'est pas pour rien que je vous en ai fait une vidéo dédiée, et si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite fortement à aller voir la vidéo dédiée. En cinquième position, je vous propose une autre saga de chez Dupuis qu'on doit cette fois-ci à Brice Cossu et Olivier Boquet. Il s'agit de Franck, qui est cette fois-ci en 4 tomes. Donc le premier tome, c'est le début du commencement. Le deuxième tome, c'est le baptême du feu. Le troisième tome, c'est le sacrifice. Et enfin, le quatrième tome, qui est la fin du cycle, qui s'appelle l'éruption. Alors, dans cette saga, qu'est-ce qu'on va suivre comme histoire? On suit l'histoire de Franck, qui est un jeune garçon qui n'a pas la vie supra méga super cool, puisqu'il n'a pas de famille, il est trimballé d'une famille à l'autre, ça ne va jamais, parce que forcément Franck a son caractère et ne se laisse pas faire dans les familles dans lesquelles il est placé. Et donc, il se retrouve dans une espèce d'orphelinat, si je puis dire, etc. Jusqu'au moment où il va s'enfuir. Et quand il va s'enfuir, je vous laisse la surprise du comment, du pourquoi, etc. Il va tomber dans de l'eau. Et l'eau va le transporter à la préhistoire. Et c'est le début des ennuis pour Franck, puisque il est transporté dans la préhistoire avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien de la préhistoire, et surtout ceux qui vivent dans la préhistoire ne connaissent rien du monde de Franck. La pizza c'est fini, le téléphone c'est fini, toute la technologie c'est fini, même le langage c'est fini, puisque les types de la préhistoire ont leur propre langage et ils ne comprennent pas Franck et Franck ne le comprend pas. Le feu, ça n'existe pas, la cuisson pour la viande, ça n'existe pas, enfin bref, rien n'existe, en tout cas rien de ce que Franck connaît. D'ailleurs, la phrase d'accroche derrière, c'est pas de pizza, pas de réseau, pas de voyelles, la préhistoire, c'est nul. Voilà. Et c'est le début des ennuis, et c'est le début du rapprochement entre Franck et la civilisation préhistorienne. Les préhistoriens, ça n'existe pas. Je ne sais pas comment on appelle ceux qui vivent dans la préhistoire.
Enfin, ceux-là vont apprendre à connaître Franck, et puis Franck va leur apprendre surtout à parler, à se nourrir, à cuire leur viande, à faire du feu, etc., etc., avec tout ce que ça implique, parce que par exemple, ben, nous, le feu, on sait que c'est dangereux, si on allume un feu pour faire du barbecue, etc., on sait que c'est dangereux, qu'il ne faut pas s'en approcher, etc. Ceux de la préhistoire ne le savent pas forcément. Voilà. Allez, pour terminer, je vous montre quelques planches. J'ai oublié de vous montrer quelques planches de Magic 7, il me semble. Donc voilà à quoi ça ressemble pour Franck. Voilà, voilà. Je vais vite vous montrer une petite planche de Magic 7 du coup. Ah oui, excusez-moi, j'ai foiré ce coup-là. Voilà, ça c'est Magic 7. Voilà, voilou. En quatrième place, j'ai mis une autre saga que vous connaissez très bien aussi. Il s'agit de la saga Shelton et Felter qu'on doit à Jack Lamontagne aux éditions Kennes. Donc ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. C'est une saga dont je vous vante très fort, très souvent les mérites. Et que je vous fais très souvent gagner en concours aussi. C'est parce que c'est une saga que j'aime vraiment énormément. Les deux tomes ont été un coup de cœur. Dans cette saga, on va suivre Shelton, qui est un ancien boxeur, et Felter, qui est un petit libraire. Et c'est assez simple à résumer finalement. Et les deux vont se rencontrer et vont mener l'enquête, un petit peu par hasard dans le premier tome. Dans le deuxième tome, c'est du hasard aussi. En fait, c'est qu'ils ne sont pas vraiment enquêteurs, mais ils sont toujours là où il faut pour pouvoir mener l'enquête. Voilà, vous comprenez un petit peu l'astuce. Ça se passe dans les années vieux. Voilà, c'est pas de nos jours, si je puis dire. Ça se passe en 1924. Et c'est super bien réussi. J'aime beaucoup le duo. Ils sont très différents. Déjà, bah, vous voyez la taille. Hein. Niveau musculature, c'est la même chose. Il y en a un qui est tout frêle, l'autre qui est super costaud. Et puis surtout, il y en a, ils ont une différence très marquante. C'est que Shelton est plutôt du genre à foncer, à taper en premier et puis réfléchir et faire face aux conséquences. Tandis que Felter est beaucoup plus intellectuel, est beaucoup plus dans le... On réfléchit, on enquête, on résout les problèmes, etc. Du coup, c'est souvent très drôle parce que Shelton fonce dans l'art et Felter est à chaque fois très choqué, très... Mais t'es fou, mais je vous préviens, si vous faites ça, j'arrête, hein, on arrête là l'enquête, etc. C'est très amusant, les enquêtes sont toujours super bien ficelées et toujours super intéressant. Et du coup, bah, je vous la conseille fortement. Je vous montre quelques planches. Les dessins et les couleurs sont magnifiques aussi. Voilà à quoi ça ressemble. Trouvez pas ça magnifique? Moi, oui, en tout cas. Voilà pour cette saga. On approche de la fin. Hein. En numéro 3, une autre saga qu'on doit aux éditions Dupuis et cette fois-ci à JG et Carbone. Il s'agit de la boîte à musique. Celle-ci, je vous la mets, mais est-ce qu'il faut vraiment vous la conseiller? On l'a vu partout, tout le monde. Ça a été des coups de cœur pour tout le monde, etc. Le tome 1, c'est Bienvenue à Pandorian. Et le tome 2, c'est Le secret de Cyprien. Les voici, le voilou. Et qu'est-ce que c'est bien comme saga. Bah, déjà rien que les couvertures, c'est en relief, ça brille, etc. C'est déjà rien que les couvertures sont magnifiques. Hein. Il faut dire ce qui est. Et donc pour l'histoire, le début de l'histoire, en tout cas, j'ai pas envie de vous en dire trop. On suit ici Nola, qui est une jeune fille qui a 8 ans. Et le jour de son anniversaire, le jour de ses 8 ans, elle reçoit un cadeau. Il s'agit de la boîte à musique.
une boîte à musique qui a appartenu à sa maman. Une boîte à musique qui a l'air toute simple, toute belle, toute mignonne, toute sans rien de spécial au premier regard. Sauf que cette boîte à musique va se révéler être la porte d'entrée vers un monde qu'on ne connaît pas, un monde parallèle au nôtre qui s'appelle Pandorian. Et le monde de Pandorian n'a strictement rien à voir avec nous. C'est un monde magique où il y a des créatures qu'on ne connaît pas, où il y a des plantes qu'on ne connaît pas, où il y a enfin vraiment plein de choses. J'ai vraiment envie de vous... Ah, c'était trop cool. Écoutez, j'ai découvert ce truc sans rien connaître de l'histoire, sans rien connaître de Pandorian, si ce n'est que c'est un monde parallèle au nôtre. Et la découverte a été tellement, mais tellement savoureuse et tellement géniale et tellement... Ça fait juste rêver. Vous êtes comme un gosse à découvrir ça que j'ai envie que vous découvriez la BD de la même manière que moi. Donc je vais m'arrêter là. Oui, je sais, je suis pas gentil de ne pas en dire plus. Mais regardez-moi un peu ces dessins. Regardez-moi un petit peu cette beauté. Franchement, si vous n'avez pas encore craqué, je me demande ce que vous attendez. Vous voyez ça, on ne voit pas dans notre monde à nous, ça. Hein? On est bien d'accord. Donc bah voilà, je vous l'ai montré, vous n'avez plus qu'à craquer, les amis. Qu'est-ce que vous attendez pour craquer? Allez-y, craquez. Oui, je suis une enflure. En numéro 2, c'est un one-shot pour une fois. Il s'agit de Journal d'un enfant de lune de Chamblin et Nalin aux éditions Kennes. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis cette BD en numéro 2? Tout simplement parce qu'elle est magnifique, elle est poétique, elle est douce, elle est touchante, elle est... Moi, elle m'a marqué, encore rien que de penser à l'histoire, ça me touche encore. Dans cette histoire, on va suivre Morgane, qui est une jeune fille, une adolescente, qui est obligée de déménager parce que ses parents ont décidé et que quand on est ado, on est obligé de suivre les parents, même si les parents parfois s'en foutent un petit peu de ce que pensent les enfants. Et donc, Morgane n'est pas contente. Voilà. Elle n'avait pas envie de déménager, elle, et elle se retrouve dans une maison, elle va dans sa chambre, dans ce qui va être dans sa chambre, pour prendre ses quartiers, et dans sa chambre, elle va découvrir un journal intime qui a appartenu à Maxime. Maxime a fait exprès de le laisser là, et dans ce journal, Maxime raconte son histoire, parce que l'histoire de Maxime est terrible, puisqu'il est atteint d'une maladie grave, qu'on appelle, j'ai gardé la page parce que sans souvenir, hein. La maladie s'appelle xéroderma pigmentosum et ceux qui sont atteints de xéroderma pigmentosum sont nommés enfants de lune, puisqu'en fait cette maladie fait en sorte qu'on ne peut pas être en contact avec la lumière, quelle que soit la lumière, que ça soit la lumière du jour, la lumière du soleil, la lumière des ampoules, la lumière... On ne peut pas. On doit vivre dans le noir le plus complet et c'est bouleversant parce que ces jeunes enfants ne peuvent pas vivre la vie qu'ils veulent, ne peuvent pas vivre comme ils l'entendent. S'ils veulent sortir dehors quand il y a du soleil, ils doivent porter une combinaison qui coûte des dizaines de milliers d'euros, donc personne ne peut s'offrir ce genre de choses. Bref, c'était touchant à mort. Alors Morgane va partir à la recherche de Maxime parce que son journal l'a énormément marqué. Morgane décide de se mettre au service d'une organisation qui aide les enfants de lune. Bref, c'est tout autour de la maladie, c'est très touchant, très poétique, je vous l'ai dit, et rien que d'y penser, ça me chamboule à nouveau, donc voilà, je ne peux que vous conseiller cette bande dessinée parce qu'elle est juste merveilleuse. Je sais qu'il y a un tome 2 en préparation, et je n'attends qu'une chose, c'est qu'elle sorte et me jeter dessus parce qu'elle est, c'est juste, voilà quoi. Et enfin, la numéro 1, la number 1, c'est un one-shot aussi. Il s'agit de La rivière à l'envers de l'Hermenier, Jet et Parada, d'après le roman de Jean-Claude Mourlevat. Et c'est aux éditions Jungle dans la collection Pépite. Alors la collection Pépite de Jungle, c'est quoi? C'est simplement une collection dans laquelle ils ont décidé d'adapter des romans
en bande dessinée et l'un des premiers romans qui a été adapté, c'est La rivière à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça raconte, La rivière à l'envers? Ça raconte l'histoire de Tomek, ce jeune garçon, qui tient une boutique et il est très fier de dire que dans sa boutique, on trouve de tout. Absolument de tout. Je cherche un nom pour la suite de l'histoire. Voilà. Il a tout jusqu'au moment où la jeune fille vient dans sa boutique et lui demande s'il a de l'eau qui vient de la rivière Gar. Et dire que c'est ça le mot que je cherchais. Bon, la rivière s'appelle Q-J-A-R. Jar. Sauf que Tomek n'en a pas. Voilà. Alors la jeune fille en a absolument besoin parce que l'eau de cette rivière est magique et a des propriétés exceptionnelles. Et elle décide donc d'aller à la rivière Jar pour avoir son eau. Tomek, lui, décide aussi d'aller à la rivière Jar parce que il n'en a pas dans sa boutique alors qu'il veut avoir tout, absolument tout dans sa boutique. Eh oui, attention, je commence à péter un câble, on est à 33 minutes de vidéo. Du coup, ils vont tous les deux à la rivière Jar. Pour tous les deux une raison différente, mais le résultat est le même. Ils y vont, ça va être plein d'aventures, ils vont rencontrer des bébêtes spéciales, des plantes spéciales, une forêt spéciale, des personnes spéciales, ils vont leur arriver des choses spéciales, enfin tout est spécial, mais c'est juste fabuleux, c'est une grande aventure, c'est une grande... Enfin moi je trouve que ça ferait un film extraordinaire. Avec des bons acteurs, des beaux décors parce que c'est beaucoup, ça se passe beaucoup dans la nature, donc c'est juste topissime. Tomek est très courageux, les deux personnages sont très courageux parce que il faut du courage pour faire tout ça. Et puis voilà, c'était vraiment top. En plus la BD, regardez-la, elle est géniale quoi, elle est en relief, elle est granuleuse, on sent que c'est de la qualité. Il y a un petit marque-page en tissu, et puis les dessins, mes aïeux, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Voilà, moi je suis tombé en amour devant cette bande dessinée. Elle est vraiment beaucoup trop belle. Et donc voilà, c'était donc mon top 10 de BD de l'année 2018. J'espère que je vous ai donné envie d'en découvrir certaines. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!